l'ensemble de nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est que du sur-mesure. Donc notre réflexion permanente, c'est comment industrialiser ce sur-mesure finalement, pour permettre de répondre aux détails de chacun des cahiers des charges d'entre vous, et en même temps pouvoir proposer un rapport qualité-prix le meilleur possible, puisqu'aujourd'hui l'ensemble des budgets ils sont extrêmement challengés, donc il faut pouvoir réfléchir, progresser, se projeter en permanence sur les évolutions pour pouvoir délivrer un service quotidien le plus performant possible et au meilleur prix. Pour ça, dans notre organisation, il n'y a pas de détails. Il y a au contraire plein de détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard et qu'on essaye de tout préparer. Et dans cette préparation, il y a une partie du travail qui commence à se faire avec les clients, avec le contenant. Une sacoche telle que vous la voyez ici, telle que vous les utilisez, il n'y a pas de hasard dedans. Parce que un chauffeur, il peut être en charge de 2 ou 3 sacoches en même temps. Bon. Vous voyez le volume de la sacoche. Si c'est plein de courriers ou de choses diverses et variées, ça va peser pas loin de 10 kg. Et si vous en avez 3 comme ça, vous ne pouvez plus les prendre. Si vous rajoutez simplement une dragonne, vous pouvez les prendre. Et vous pouvez avoir vos 2 mains comme ça. Bon. Les anciennes sacoches qui existaient, si vous remémorez un petit peu, il n'y avait pas de dragonne dessus. Les dragonnes, c'est des discussions comment on peut améliorer l'appréhension d'une sacoche. Ensuite, vous avez tout ce qui est la fermeture. Bon. Il y a certains d'entre vous qui ont des salles courrier avec plusieurs centaines de sacoches. Quand il faut les fermer le soir, et que les gens ils ont travaillé à trier le courrier toute la journée, il faut que ça aille vite et que ce soit performant. Donc s'il y a des liens où il faut faut réfléchir pendant 20 secondes pour savoir comment la mettre dans l'œillet prévu, on perd du temps. Aujourd'hui, il y a des scellés automatiques qui existent. Voilà. On gagne du temps, on gagne de la performance, potentiellement on peut tracer. La question de l'étiquetage, c'est absolument majeur. Je vous l'ai dit, 1700 tournées qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, ça tourne 24 heures sur 24. On est dans des délais où on est dans du H+. En abus de langage, on dit J+1 avant 8 heures, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça. Et du coup, il faut qu'il y ait pas, pour minimiser au maximum les erreurs, il faut qu'on ait une fenêtre d'étiquetage qui soit adaptée à celui qui l'utilise et qui l'utilise le chauffeur. Et donc effectivement, dans les premières séries de sacoches, quand on travaillait avec Outils Océan, il y avait les cristaux des fenêtres, elles étaient beaucoup plus petites. Pourquoi ? Parce qu'on raisonnait l'opérateur qui est dans la salle courrier. Lui, il voit, c'est celle-là. Mais l'opérateur qui est dans la salle courrier, il n'est pas dans un dépôt de 2000 m², et puis éventuellement, il a la lumière du jour, tout est clair, il est dans son process de travail, etc. Le chauffeur qui est sur la route, sur une liaison qui va faire 600, 700, 800 km, ça se joue en une fraction de seconde. Donc il faut qu'il prenne son bip, il scanne, et puis il faut qu'il voit tout de suite l'information qui va bien. Si on met un timbre-poste pour identifier le colis, on génère des risques d'erreur. Voilà. Ensuite, sur une étiquette comme ça, vous avez plusieurs langages qui communiquent entre eux. Pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs équipes d'intervenants. Vous avez le langage client, où vous allez parler avec un code. Ouais, j'ai l'agence 1218. Voilà. C'est du langage interne c'est votre culture d'entreprise, c'est comme ça que vous fonctionnez entre vous. Bon. Y en a qui fonctionnent avec des sigles. Bon. Mais le chauffeur, lui, les sigles, il ne les connaît pas et il travaille peut-être sur sa tournée, il fait 50 ou 60 points pour 20 clients différents. Donc il ne peut pas avoir en tête les codes que vous maîtrisez parce que vous gérez une enseigne. Lui, il va gérer 20 enseignes. Et donc il faut qu'on ait ces identifiants qui puissent communiquer entre eux. Pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de place là. Donc c'est une des évolutions qu'on a faites avec Outils Océan. On leur a dit non mais vos cristaux ils sont trop petits pour mettre toutes les informations dont on a besoin dessus. Il faut agrandir. Et comme c'est des étiquettes qui sont réversibles par coulissement pour qu'on ait l'essence de circulation, pour pouvoir suivre les ruptures de charge, etc. Effectivement, il faut un minimum de place. Voilà. Tout à fait.
Donc ça c'est important, du coup la traçabilité commence déjà sur le terrain et c'est pas le système de traçabilité qui va faire en sorte que le colis ou le contenant soit bien livré. La traçabilité apportera peut-être qu'il a été livré à un mauvais endroit, mais c'est pas le but du travail au quotidien. Donc le rappel qui est important dans cet atelier-là, c'est de d'abord se concentrer sur le contenant contenu, qu'est-ce qu'on met en place déjà physiquement, et la traçabilité commence déjà sur le terrain. La traçabilité après n'est qu'un outil ou un moyen de s'assurer que tout s'est bien passé, et si ça s'est pas bien passé, comment on corrige au plus vite, comment on est alerté, etc. Donc ce qui est important, c'est de bien définir déjà son besoin sur le terrain, qu'est-ce que je dois véhiculer, qu'est-ce que je dois collecter, comment et quelles informations je dois remonter. Donc Jean-Marie l'a expliqué un peu l'évolution du sac navette, de ce qu'on appelle du circuit en boucle fermée, du contenant réutilisable, avec plein de petites solutions qui peuvent apporter du confort au quotidien, à la fois pour le client et à la fois pour le transporteur. Et on rappelle aussi, Jean-Marie en parlait, pour le transport de prothèses dentaires. Donc on s'est également confronté à une problématique client-transporteur pour définir un contenant adéquat, parce que la traçabilité, si on a de l'objet tout venant, typiquement le prothésiste fait ses moules, le dentiste va les poser sur le patient, et il y a un flux quand même régulier entre prothésiste et dentiste. La particularité, c'est qu'il y avait tout carton tout venant, des étiquettes de l'ancienne réception, on ne savait plus trop, donc on voulait apporter de la traçabilité avec des étiquettes qui n'étaient pas enlevées de la dernière tournée, etc. Donc c'était un pataquès, donc on a travaillé conjointement à l'élaboration d'un contenant, et la traçabilité commence sur le terrain. En fait, on avait tout un tas de sinistres, parce que je vous ai dit en introduction qu'on travaillait pour le monde de la santé. Quand on va chez un dentiste, on ramasse tout simplement les mâchoires en plâtre. Ça va chez le prothésiste il fait son ouvrage, et puis ça revient chez le dentiste. Donc le même principe que pour une navette bancaire, il y a des flux documentaires qui vont à un endroit, puis il y a d'autres choses, des moyens de paiement ou autres qui reviennent dans l'autre. Et on avait des sinistres parce que, encore une fois, dans un laboratoire chez un dentiste, c'est pas une station logistique, donc ils sont pas équipés pour. Et puis ils se rendent pas compte que le colis va faire 300 km et qu'il va passer sur une plateforme logistique qui va être dans un camion qui est rempli jusqu'en haut, et que ça va subir des contraintes très fortes. Bon. Après, il y avait d'autres choses qui nous gênaient aussi, c'était qu'effectivement, on va tous chez le dentiste de temps en temps, vous arrivez, c'est tout léché, tout propre. Et puis là, ils nous donnaient des boîtes en carton avec du pauvre scotch de déménageur. Enfin, nous, on avait un peu honte d'envoyer nos chauffeurs aller livrer des choses qui allaient finir dans la bouche des gens. Et parce que quand nous, on livre quelque chose, c'est aussi notre image, mais c'est votre image. Donc si on livre un contenant qui est absolument pourri, voilà. Bon, et du coup, on a essayé de compiler un peu l'ensemble des contraintes, et on a rédigé un cahier des charges, et puis on s'est rapproché d'Outils Océan pour essayer de trouver une solution qui permette d'aller vite. C'est-à-dire que derrière tous ces détails, en fait, il y a aussi de la productivité. Un dentiste qui doit passer 10 minutes ou un quart d'heure tous les soirs pour chercher le rouleau de scotch, prendre le carton ou le Tupperware, et puis emballer la mâchoire en plâtre dans un sopalin, et il perd un temps fou. Et du coup, il fallait qu'il puisse avoir quelque chose qui lui fasse gagner du temps à lui, et puis qui en même temps protège les choses. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il met son truc dedans, il ferme, ça se cale, son bordereau de commande, il le met dedans, et puis il referme, et puis voilà. Et là, le système d'aller-retour, toujours pareil, double étiquetage. Étiquette réversible, il y a un code couleur, il retourne le couvercle, et terminé. Voilà. Toujours la anse, parce qu'effectivement, chez un prothésiste, on peut ramasser 10, 20 ou 10-20 boîtes. Si vous avez 10 ou 20 Tupperware ou boîtes en carton, le chauffeur il est pressé, il prend la pile, et il y en a déjà 2 sur le trottoir avant d'être arrivé à la voiture. Parce que si on n'est pas ergonomique, si on demande à nos opérateurs, que ce soit dans des salles de tri ou sur la route, sur la voie publique, si on leur demande plein de choses, mais que nous on n'a pas pensé en amont
les choses intelligemment, ben derrière, après, on va s'appeler pour dire ouais, c'est bizarre, il y a eu un truc. Voilà. Voilà. Et puis alors, là, on va passer en mode cascade après le raccord maquillage, le rapport micro, mais une des contraintes qu'on avait, c'était que c'est aussi l'écrasement, c'est-à-dire que, comme je le disais, sur le comptoir d'un laboratoire de prothésiste, la boîte, elle risque rien. Dans un camion, quand il y a 2 mètres de colis dessus, ben, il faut que ça résiste. Et là, ça résiste. C'est le cahier des charges. C'est pour ça. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Non, super. Bon, ben voilà comment on a travaillé le produit. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des choses qui se déploient parce que, encore une fois, il faut qu'on soit cohérent et logique depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée pour qu'on puisse vous accompagner dans les niveaux d'exigence qui sont les vôtres aujourd'hui dans la continuité de l'activité, etc. Donc ça concerne plutôt la traçabilité produit, donc c'est lui apporter de l'information tout au long de son cycle de vie. Et on a la traçabilité logistique, c'est aussi apporter de l'information tout au long du cycle de vie, cette fois-ci du contenant et non pas du contenu. Donc permet d'identifier les étapes du parcours, la provenance, les lieux, livraison, collecte, entreposage, les contrôles effectués, les échanges entre intervenants et les équipements. Voilà, et aussi il y a cette notion de ne pas souvent confondre traçabilité et géolocalisation. Donc pour redéfinir un peu les enjeux et qu'est-ce que la traçabilité, on fait appel aujourd'hui à Jérémy qui va présenter aussi l'entreprise Citon Technologies et qui va nous faire un petit résumé en fait des enjeux de la traçabilité et des solutions qui sont aussi du coup à notre disposition pour répondre à nos besoins de traçabilité. On est une entreprise du Finistère comme Outils Océan, basée à côté de Brest, et on apporte une expertise dans les technologies sans fil qui servent notamment à l'identification pour faire de la traçabilité. Alors il y a différentes technologies, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, on va évoquer ça après. Voilà, donc on intervient sur des projets, différents types de projets, que ce soit des projets environnementaux, météorologiques, smart cities, industriels également, pour différents besoins, différents objectifs. Dans les cas des industriels, c'est plutôt de la gestion des flux sortants, entrants, le contrôle de la production, où avec des différentes technologies qu'on peut mettre en place, on peut faire du suivi de ce qui rentre, ce qui sort, et derrière, il y a différents enjeux qui sont là. Les enjeux, ça va être de réduire les coûts logistiques, de réduire les temps de travail. Ça peut être aussi transformer des opérations manuelles en opérations automatisées pour réduire les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a différents enjeux. Et nous sommes experts en technologie sans fil et partenaires d'Outils Océan pour la traçabilité logistique, notamment dans les flux documentaires. Donc si on parle de la traçabilité logistique et pas de la traçabilité produit, plutôt logistique, l'enjeu c'est de faire un suivi plutôt quantitatif des flux pour mettre en évidence les anomalies de gestion logistique et avoir un suivi des expéditions, des destinataires pour derrière améliorer les flux. Alors il y a différents enjeux aussi qui sont à côté, c'est le transfert de responsabilité entre différents intervenants. Donc il y a 2 principales technologies qui sont utilisées dans la traçabilité, le code à barres, qu'on connaît tous, qui est plutôt des opérations manuelles. C'est des opérations manuelles quand on utilise le code à barres. Alors on peut automatiser certaines opérations en code à barres, mais c'est assez difficile puisque et ça nécessite que le code à barres soit visible, fasse visible à chaque fois côté extérieur, etc. Donc on est plutôt sur des opérations manuelles. L'avantage du code à barres, c'est que ça a un faible coût et que c'est très facile à installer. De par sa normalisation aussi, le fait que ce soit normé avec des formats EN13 par exemple. Vous avez un code à barres sur un support réutilisable. Un autre intervenant va pouvoir réutiliser le même format, ce même format qui est normalisé pour réaliser aussi des opérations derrière en traçabilité logistique. Et vous avez la technologie RFID. La technologie RFID, je vais décrire un petit peu après ce que c'est plus précisément, mais c'est l'identification par radiofréquence. C'est-à-dire que on va placer des puces sur les contenants réutilisables et ça va permettre également de faire des opérations manuelles avec
terminal portable, une douchette, mais aussi des opérations automatisées. Typiquement, vous avez la possibilité de lire via un portique ou un tunnel un ensemble de supports réutilisables à la volée qui va sortir par exemple d'un entrepôt ou d'une salle courrier, etc. Alors en traçabilité logistique, on va préférer la lecture tout de même individuelle pour mettre en évidence les anomalies au plus tôt et pas lorsque tout est déjà reconditionné ou est déjà dans le camion par exemple. On va préférer faire la mise en évidence des anomalies le plus tôt. La RFID, ça permet de faire une lecture à l'aveugle. Donc ça veut dire que, contrairement au code à barre où vous devez avoir le code à barre visible, vous pouvez avoir la puce RFID dans le contenant réutilisable sans forcément qu'elle soit physiquement visible. Elle pourra être lue quand même. La durée de vie d'une puce RFID, petit aparté, le code à barre, ça s'efface. Donc il faut le plastifier, il faut le protéger pour que ça dure dans le temps. De par son usage, une puce RFID est mieux protégée puisqu'elle n'est pas forcément physiquement visible, elle peut être dans le contenant réutilisable, donc de par son usage, elle va être déjà mieux protégée. La durée de vie moyenne d'une puce RFID, c'est à peu près 10 ans. On verra après qu'il y a différents types de puces RFID selon les exigences métiers. On va sélectionner des puces qui ont une durée de vie supérieure ou pas avec des niveaux de protection différents. L'avantage de la RFID, c'est qu'on peut y mettre des informations locales dans la puce. En plus de l'identifiant qu'on peut retrouver sur le code à barre, on peut mettre en plus de cet identifiant-là d'autres informations, l'expéditeur, le destinataire, le flux logistique par où il doit passer, le numéro de circuit. Et ces informations locales vont permettre de faire du contrôle par les opérateurs sans nécessité d'avoir accès au système d'information. Si vous n'avez pas d'accès au système d'information, vous voulez une solution totalement autonome, grâce à l'RFID, vous pouvez faire ce contrôle-là. Comme le code à barre, ce sont des technologies qui sont normées, réglementées, de la même façon que le code à barre. Alors il y a d'autres technologies qu'on pourrait citer, Wi-Fi, Bluetooth, qu'on pourrait classer aussi dans les technologies de RFID, dès lors que c'est utilisé pour identifier des marchandises. Mais là, pour un usage de traçabilité logistique, c'est pas vraiment approprié. Les balises Bluetooth, par exemple, pourraient être utilisées pour géolocaliser des marchandises dans un entrepôt, par exemple, où on va faire ce qu'on appelle de la triangularisation. Là, en l'occurrence, on ne parle pas de traçabilité logistique, c'est différent. Voilà. Tu peux avancer. Alors la RFID, donc je l'ai dit précédemment, c'est une technologie sans fil, utilisant les radiofréquences, pour identifier un objet communicant qu'on appelle tag RFID. C'est une technologie qui permet non seulement de lire, mais aussi d'écrire des informations sur la puce et aussi de réinscrire des informations dans la puce. Donc on peut, au cours du temps, faire évoluer ces informations, rajouter des informations ou en retirer, en fonction des besoins du projet. Au niveau de la RFID, il y a 3 types de tags qui existent. Il y a les tags dits passifs. Ce sont des tags qui sont sans batterie, sans pile, inertes, comme ce que j'ai dans la main. C'est un simple circuit d'antenne avec un point noir qui ressemble à une puce RFID. Et ça nécessite un lecteur qui va émettre des ondes, radiofréquences, et qui va réveiller cette puce RFID. Et la puce RFID va répondre par une opération de lecture ou d'écriture. Et puis il y a des tags actifs qui, eux, embarquent une batterie, une pile, rechargeable ou pas, et ça permet de coupler la solution avec des capteurs, température, humidité ou autres, pour y effectuer des contrôles supplémentaires grâce à une batterie embarquée. Et entre les deux, on a les semi-passifs, donc il y a bien une batterie, ça peut être couplé à des capteurs, différents capteurs, selon la solution à mettre en place, mais ils sont par défaut endormis et ils se réveillent dès lors qu'un lecteur demande une information de contrôle.
Au niveau du conditionnement, on a le conditionnement standard, ce sont des étiquettes papier, comme ce qui est actuellement en train de circuler, des étiquettes autocollantes qui sortent d'imprimantes ordinaires, Zebra, Sato, Toshiba, les imprimantes du marché classique. Donc avec une information en clair qui va être imprimée par l'imprimante dessus. Et ces étiquettes vont être équipées d'une puce RFID à l'arrière, d'un circuit électronique finalement, qui va être encodé. Les informations de votre choix vont être encodées dans la puce à la volée lors de la sortie de l'imprimante. Bien sûr, l'imprimante doit être équipée préalablement d'un module RFID adapté. Et après, il y a d'autres conditionnements qui existent, la même technologie, avec d'autres conditionnements différents selon les contraintes du projet, les besoins, des badges par exemple, des badges rigides pour faire du contrôle d'entrée et sortie dans des bâtiments par exemple. Et puis on a également ici des tags en céramique résistants au choc et d'autres types de tags renforcés, endurcis. On a aussi des tags qui résistent à 400 degrés, à différents chocs, à des acides, etc. Donc ça dépend vraiment du besoin du projet, du contexte. Jérémy évoquait différentes solutions. Il n'y a pas, comme je le répète, il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. C'est bien définir son besoin et quelles vont être à chaque fois les contraintes du projet. Donc code AVAR, si c'est qu'une collecte ou un quantitatif plutôt faible, et puis si c'est plutôt une gestion de flux à un instant donné important, on peut partir sur de la technologie sans fil éventuellement. Donc pour rappel, donc bien définir si vous avez un projet de traçabilité et autres, bien définir quelles sont les attentes de votre traçabilité, quelles vont être les informations qui doivent être collectées, quels sont les acteurs aussi, ça c'est important, parce qu'il peut y avoir différents acteurs avec des ruptures de charge et autres. Et quelles vont être les contraintes et les données quantitatives, parce que ça aussi, ça peut générer aussi du traitement informatique derrière pour pouvoir restituer l'information. Donc nous, pour rappel, donc il y a l'élaboration après de la solution. Voilà, donc c'est important que la traçabilité non plus ne rajoute pas une action complémentaire dans vos process. Donc dès lors qu'on peut faire la collecte d'informations en temps masqué, ça sera toujours privilégié par rapport à une action supplémentaire, parce qu'il faut toujours se rappeler quelle valeur ajoutée doit nous apporter la traçabilité. Donc pour rappel, donc nous ici, il y a différents postes de travail. Donc on peut avoir une solution code barre mixée avec de la RFID. Donc déjà ça apporte une sécurité, parce que Jérémy en parlait tout à l'heure, on a des imprimantes aussi qui peuvent sortir de l'encodage de tags RFID, et en même temps on va venir inscrire dessus les informations, plus pourquoi pas éditer le code barre, comme ça si la puce RFID pour une raison ou pour une autre ne fonctionnait plus, on a toujours un deuxième moyen de lecture, et vice versa. On peut très bien privilégier dans la lecture en masse l'activation de l'antenne RFID, et dès lors qu'on avait besoin de lire ponctuellement, on peut activer la lecture code barre du moment que les informations collectées, que ce soit dans le code barre ou dans la puce, sont en lien bien sûr avec le système derrière qui doit traiter l'information. Il y aura cette mixité et il n'y aura aucune rupture de l'information. Puis l'autre avantage de coupler les deux technologies, c'est que vous ne pouvez pas équiper tous les sites, tous les intervenants de RFID. Donc par exemple, lorsque vous avez beaucoup de flux qui transitent sur un point, on va privilégier la RFID parce que ça facilite les opérations, c'est plus rapide. Mais par contre, quand il y a chaque point de livraison qui traite par exemple un ou deux contenants seulement, ne vont pas être équipés à chaque fois d'un lecteur RFID, c'est trop coûteux. Donc eux vont utiliser du code AVAR classique finalement. Là je vous propose de faire un petit retour justement sur un petit retour d'expérience avec un dossier HSBC France, car ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que l'on travaille sur des notions de traçabilité. Et là on a vraiment été mis dans le vif du sujet, où il a fallu analyser à quel moment on lit, on doit récupérer l'information, à quel moment on doit la restituer, etc. Donc là on a fait un gros travail technologique avec Jérémy, parce que depuis un certain temps quand même les solutions de traçabilité ont fortement évolué, mais à l'époque
On parlait des lectures en masse au supermarché où on allait passer le caddie sous un portique, etc. C'était pas non plus très opérationnel. Et puis... il y avait beaucoup de plans sur la comète. Et si ça se passait bien, mais surtout ce qui était bien packagé, des boîtes CD, la barquette où on sait exactement où est mis à chaque fois l'identifiant. Et là, on va plutôt raisonner en boucle ouverte. En boucle ouverte, c'est-à-dire j'émets l'objet, je le transite et je le livre. Alors ici, nous, on a aussi des contraintes en boucle fermée, contenant réutilisable, complètement hétérogène, pochette pliée, contenant semi-emballé, etc. Donc, on a fortement travaillé sur ces notions de collecter l'information. Et là, on a plutôt développé des postes et fait de la R&D sur des postes de lecture en masse des contenants. Et c'est là qu'on rappelle qu'à un moment donné, l'information, elle peut être collectée individuellement avant d'être collectée en masse. Et plus tôt on récupère l'information, plus tôt la traçabilité ou le système de reporting peut nous aider à nous aiguiller et à justement mettre en évidence des anomalies et autres. Donc nous, on a défini une contrainte. À l'époque, c'était la numérisation qui a nécessité des flux logistiques. Souvent, c'est un peu à contrario. Le numérique l'a généré du flux physique. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes possibilités. Soit on voulait numériser en agence, et là, pendant qu'on numérise en agence, on ne fait pas autre chose. Donc là, il y a eu des choix qui ont été faits où les documents qui devaient être numérisés ont été reportés sur des centres de numérisation industriels. Mais par contre, la contrainte, c'est qu'il fallait qu'à J+1, les documents numérisés soient visibles à J+1 ou J+2, soient visibles et disponibles sur le réseau informatique. Donc tout ça, l'idée d'HSBC, qui sont venus nous voir, parce que historiquement on est dans le contenant, et ce sont nos clients aussi qui sont venus nous voir en disant maintenant que vous êtes opérationnel sur les contenants, est-ce que vous n'auriez pas une solution aussi pour pouvoir tracer ces contenants? Donc c'est comme ça qu'on est allé vers des solutions de traçabilité. Et du coup, le J+1 a donné des contraintes logistiques supplémentaires. C'était s'assurer que la pochette était bien livrée à J chez le prestataire de numérisation, qu'elle était bien dépouillée, numérisée, et pour que l'outil soit disponible. Donc, il y a différents portiques comme ça qui ont été mis chez les prestataires parce qu'ils voulaient être aussi propriétaires de la solution. Donc voilà, c'est un choix. Et donc il y a différents points de lecture qui ont été mis chez les différents prestataires, à la fois centre de tri, numérisation, transporteur. Et là, il y avait vraiment une logique de massification, de lecture très rapprochée d'un nombre important de pochettes. Donc c'est pour ça que là, c'est la solution RFID qui a été retenue. Donc Jérémy aussi, c'était un nouveau challenge pour eux de développer ces notions de lecture en masse sur des contenants un peu hétérogènes. Ouais. Donc là, il y a eu effectivement un vrai défi technologique. On a effectué de la recherche et du développement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de solution sur le marché pour lire de cette façon, avec les postes, ce qu'on appelle des postes paniers de basket finalement, de lire à la volée, de façon si rapide, des contenants totalement hétérogènes qui sont jetés et placés dans n'importe quel sens finalement, enfin envoyés dans n'importe quel sens. Donc une lecture à 360 degrés autour du panier de basket. Et tout ça pour éviter aussi de ne pas impacter les opérations, ne pas changer la méthode de travail, ne pas rajouter des opérations aux opérateurs. Donc là, pour eux, c'est transparent. Ils font ça finalement en temps masqué. Voilà. Tout à fait. Donc une agence remonte par exemple 2 pochettes différentes dans un contenant principal. Ça arrive au centre, au service courrier principal de l'entité bancaire. Ils dépouillent le contenant et après ils aiguillent vers les différents centres de numérisation. Donc là, il y avait 2 flux de numérisation, et quitte à préparer des chariots pour les envoyer au centre de numérisation, en remplissant les chariots, on les balançait dans le portique, comme ça on avait une lecture en automatique. Donc on a conservé toujours l'opération de remplissage du chariot, tout en rajoutant une traçabilité, et dès lors que le flux n'était pas respecté, il y avait un signal d'alerte qui alertait aussi les opérateurs en disant attention, cette pochette-là n'est pas dans le bon flux. Donc c'est là que la traçabilité peut être aussi une aide à la décision et une aide à ce que la logistique en fait se passe bien. Donc tout ça mis bout à bout, donc
les premières solutions qu'on a développées matériellement, c'était opérationnel. Après, il y a cette notion de reporting qui est très important pour vous, client final, ou également transporteur, pour pouvoir avoir un outil de pilotage au quotidien et qui réponde aussi à vos attentes. Donc là, nous, on n'avait pas de solution de reporting déjà clé en main. Donc on a construit une solution pour ce client. Et on s'est rendu compte après coup qu'on l'avait un peu trop customisé pour ce client et c'était difficile d'en faire un produit, ce qu'on appelle aujourd'hui plug and play, enfin un clé en main et multi-client. Donc on a refondu un peu tout ça, on a gardé les bases de travail, code barre, PDA, poste fixe, poste de tunnel et par contre on l'a agrémenté autour d'une solution clé en main. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui cloud, c'est-à-dire on met à disposition des clients donc une solution hébergée et après tous les appareils se connectent via un réseau GPRS, donc un réseau téléphone, à ce cloud et remontent ces informations en temps réel sur les différents points de lecture, points de collecte. Donc aujourd'hui c'est une solution qui permet de gérer tous les types d'objets, que ce soit pli, colis, contenant, enfin vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et derrière ça, on définit des points de collecte, des points de livraison que l'on peut identifier. Et derrière, on remonte toutes ces informations sur un cloud qui est visible à la fois par la partie opérateur, transporteur ou client final. Donc l'objectif, c'était d'assimiler à la fois différentes technologies. Donc c'est pour ça qu'on se répète, il n'y a pas une technologie parmi d'autres. Donc il peut y avoir du code barre, de la RFID. Notre solution aujourd'hui mixte les deux. Et ça permet d'avoir un outil propre et puis répondant à différentes attentes. Donc je vous propose de terminer un peu sur cette partie-ci qui est... Donc ça a été plutôt une rencontre avec Dominique Delanoë par hasard, qui est directeur des opérations, pas des opérations chirurgicales, hein, mais directeur des opérations matérielles et logistiques au sein même d'un centre hospitalier. Et le besoin a été émis par l'hôpital privé des Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la chirurgie ambulatoire. J'espère que vous avez eu la chance de pas y être, parce que si on est en bonne santé, voilà, on va le moins possible à l'hôpital. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, il faut savoir que les hôpitaux ont des fortes contraintes aussi de rentabiliser tous les outils de travail. Et aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est les nuitées ou l'hébergement aussi des patients sur le lieu. Et grâce à l'avancée technologique du matériel, pardon, je sais pas, il bouge tout seul. Voilà. Et grâce à l'avancée technologique, aujourd'hui, il y a des opérations qui sont devenues bénignes. L'appendice, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre, certaines prothèses et autres. Entre 2 et 6 heures, c'est déjà opéré. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les patients sont appelés chez eux. Vous serez opéré tel jour, à telle heure. Merci de vous présenter avec tel effet personnel, telle disposition, une douche. Hop, on rentre, vous avez un badge. Merci de vous présenter à la porte numéro 2, hop, vous êtes pris en charge et ils ont pour objectif, aujourd'hui ils peuvent ouvrir en fait 12 heures, un bloc opératoire, pas plus de 12 heures, non-stop. Et donc ils ont pour objectif de l'utiliser encore en plus 2 fois, donc il ne faut pas que les opérations où le flux dure plus de 6 heures. Pardon ? Il ne faut pas que ça se chevauche. Faut pas que ça te chevauche, etc. Sinon, alors je sais plus comment que ça s'appelle, on rentre plus dans... Dès lors que ça dure plus de 6 heures, on rentre plus dans de l'ambulatoire, mais ça reste des interventions dites généralistes comme aujourd'hui. Donc on rentre dans un autre cycle. Donc aujourd'hui, leur objectif, c'est de passer le plus possible en ambulatoire pour réduire justement ce temps de traitement, on va dire, du patient.
Et donc ça rentre dans un projet de fast track et justement la logistique est importante au sein même de l'établissement parce qu'il faut connaître aussi les flux en amont, en aval et le taux d'occupation de la salle pour être sûr que ça ne se chevauche pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le projet Fast Track. Et donc, ils ont intégré une technologie de traçabilité au sein même du patient pour pouvoir le suivre tout au long de son cycle d'opération. Donc, pour savoir où est-ce qu'il est en phase vestiaire, est-ce qu'il est en transit, est-ce qu'il est dans le bloc opératoire, à quelle heure il va sortir, etc. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que, pour rappel, donc nous, on est aménageurs aussi d'espace dans le milieu logistique. Donc, tout ce qui est salle de tri, il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent, qui connaissent bien cet environnement de travail. Et côtoyant aussi des technologies de traçabilité, tout naturellement, on s'est retrouvés autour de ce projet-là. Et on a mis en place, en fait, la problématique, c'était comment sécuriser les effets personnels des patients. Donc, étant aménageur d'espace, on a développé des casiers que l'on retrouve ici. En fait, donc le patient arrive, il s'enregistre à l'accueil, on lui génère un identifiant unique délivré sur un badge qui est inséré dans son dossier patient. Et donc comme ça, il commence à enchaîner toutes les étapes et ça commence par le vestiaire et la mise en sécurité de ses effets personnels. Donc il va au vestiaire, il met à l'intérieur les effets chaussures et autres, effets personnels dans le sac, on le sécurise. Donc là, c'était vraiment un projet intéressant pour nous parce que nous, à la base, on est concepteurs et fabricants de contenants textiles. Donc on a su développer aussi un produit répondant à leurs attentes d'un point de vue hygiène, décontamination, etc. Et derrière, on l'a couplé avec une unité de stockage où l'effet est rentré à l'intérieur, sécurisé et avec une logique de traçabilité, de sécurisation. On a intégré des puces des serrures RFID pour pouvoir verrouiller les serrures avec le dossier patient et c'est ce dossier patient qui le suit aussi tout au long de son périple médical pour pouvoir le situer au sein même de chacune des opérations. Après, il ressort du bloc opératoire pour récupérer ses effets personnels. Généralement, ils ont été un petit peu anesthésiés et autres, donc voilà, certains peuvent ouvrir, donc il y avait les notions de clé, de connaître son code, etc. Donc l'apport d'une technologie RFID a été plutôt intéressante. La personne se représente, hop, et on vient déverrouiller le casier, récupère ses effets, repart à l'accueil, sortie, redonne son badge et on sait que la personne est repartie.